C'est bon? Vous m'entendez bien? Oui. Bon, mais on va commencer. D'abord, vous remercier votre présence aujourd'hui ici. Et moi, je m'appelle David Alonso Vera. Je suis d'origine espagnole. Donc, si des fois j'ai fait des tournures de phrases ou je viens d'inventer des nouveaux mots, vous pouvez m'arrêter à la fin et vous pouvez me dire, bon, qu'est-ce que tu as voulu dire et avec cette histoire ou cette autre. Il a pas de souci. Donc, moi, je suis historien à la base. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est les domaines de l'archéologie sous-marine, l'archéologie maritime, et les stratégies de mise en valeur de patrimoine culturel subaquatique. Et j'ai une double casquette comme enseignante. Donc, avec ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça nous permet de fédérer tout ce qui est la recherche, mais aussi la transmission, non? Quelque chose qui nous, on adore. Donc, moi, je viens d'Hendaye, du pays basque français. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très beau. Mais bon, on va vous présenter un peu tout ce qu'on fait là-bas et dans les cadres de notre association. Donc, je pense que si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'on partage tous quelque chose, non? Et c'est un intérêt vers la mer. Et la mer et les océans, ils font partie de notre imaginaire collectif, non? Et c'est quelque chose qui nous a fait toujours rêver, au moins à moi, non? Ça me faisait rêver. Et il ne faut pas oublier que notre planète, non? Il est couvert et les trois quarts parts de notre planète, c'est de l'eau, non? Ce sont les océans. Et par contre, même si c'est un milieu qu'on côtoie ou qu'on va de temps en temps, non? Pendant les vacances, c'est un milieu inconnu. C'est un milieu dans lequel il y a des fosses abyssales encore inexplorées, et tout un univers biologique, subaquatique, géologique, physique à découvrir, non? Donc, c'est quelque chose qui suscite de l'intérêt, ces sortes d'inconnus. En plus, on a un lien avec la mer, non? Et d'une certaine façon, nous, on fait partie de la mer. Et la vie, la source de vie dans notre planète, elle est sortie de la mer. Et la mer, les océans, ils viennent de l'espace. Donc il y a une sorte de lien, des fils conducteurs, non, entre l'espace, les océans, notre évolution comme humaine. Et en plus, nous, les 9 premiers mois de vie, où est-ce qu'on les passe, non? Dans les ventres maternes, au milieu d'un liquide. Donc pour moi et pour nous, la mer, c'est un sort de fil conducteur avec les sensations les plus ancestrales peut-être qu'on pourrait avoir, non? Avec ces liens presque avec l'espace. Bon, quand j'étais petit, j'ai rêvé, non? Et face à la télé, en train de voir les documentaires de Cousteau et voir ces gars qui étaient en train d'explorer l'univers sous-marin et rencontrer des différentes espèces. Et à moi, ça me faisait rêver. Et moi, je me disais, quand j'étais en train de me baigner, non? Dans les baignoires, si dans les océans, on pourrait enlever un sort de bouchon comme ça, et vider tout l'eau et pouvoir se promener, non? Dans la surface et voir qu'est-ce qu'il y a, ça serait incroyable. Bon, aujourd'hui, grâce à les innovations techniques et à la plongée autonome, on peut faire ça sans besoin d'enlever aucun bouchon, non? Donc, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est l'archéologie maritime. Et cet intérêt que nous, on porte au jour d'aujourd'hui autour des océans, c'est quelque chose qu'on a eu toujours, hein, depuis nos ancêtres, depuis la préhistoire. Et l'humanité, rapidement, elle a découvert que dans les océans, c'était une source d'alimentation. Il y avait des poissons, donc ils ont commencé à s'approcher petit à petit au fur et à mesure pour pouvoir faire la pêche, pour pouvoir faire la chasse à la baleine, pour pouvoir faire la cueillette de différents types de mollusques. Petit à petit, ils ont commencé à faire des radeaux, des pyromonoxyles, commencé à rentrer dans tout cet univers, non? Mais qui était un univers totalement différent. Et au fur et à mesure, ils ont évolué dans tout ce qui était les techniques navales, de construction navale. Donc on va faire des navires un peu plus grands, on va commencer à commercialiser tous les matériels. Dans les moments dans lesquels tu commences à faire du commerce, il va y avoir de la piraterie aussi. Donc il y a les corsaires, les pirates, le commerce, la chasse à la baleine, les conflits navals et toute une relecture du paysage, non? Et dans lequel, si on a des navires, on va construire un port. Si on a un port, il faut construire un fort. On va avoir toute la modélisation du paysage maritime autour de notre lien avec la mer. Et toutes ces actions-là,
ils sont laissés des vestiges sous l'eau. C'est-à-dire tous les naufrages qu'il y en a eu, toutes les batailles qu'il y a eu, tous les... Chez nous, par exemple, à Saint-Jean-de-Luz, il y a tout un quartier avec plus de 150 habitations et un couvent qui a disparu et il a été bouffé par la mer. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose, mais voilà, il y a plein de vestiges qui vont raconter des histoires par rapport à notre lien avec ce milieu maritime. Pourquoi on a appelé cette conférence Archéologie sous-marine pour tous? Voilà, parce que tout ce patrimoine qui est sous l'eau, qui va raconter plein d'histoires, c'est un patrimoine qui nous appartient à tous. C'est une partie de notre héritage. Et on a le droit de pouvoir les découvrir, de pouvoir les mettre en valeur et de pouvoir les profiter. C'est un sort d'héritage que nous avons tous et chacun d'entre nous. Donc c'est un patrimoine que malheureusement il a été méconnu, donc il a eu pas mal de pillages, et je vous raconterai après, mais là tu as plein de monde qui va te raconter, oui, parce que dans les années 70 on avait rencontré des canons là-bas, ou des ancres, de la poterie, là je vais te montrer. Il y a plein de monde qui a des trésors, entre guillemets, à la maison, non? Quand ce sont des choses qui devraient être dans des musées, c'est notre patrimoine à tous. Sauf que s'il n'y a pas une sensibilisation, que c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, non? Avec ces projets, on ne pourra pas protéger, on ne pourra pas étudier, on ne pourra pas mettre en valeur. Donc, moi, je vous fais suivre une phrase, non, qui disait Cousteau, que c'est qu'il faut faire connaître pour faire aimer, car l'homme, il protège tout ce qu'il aime. De quelle façon nous, on va pouvoir protéger les patrimoines culturels subaquatiques et toutes ces histoires qui résident dans les fonds sous-marins si on ne sait même pas que ça existe, non? Donc, on va commencer d'abord pour sensibiliser, pour pouvoir après mettre en valeur et découvrir tout ça. Donc bon, ça c'est un peu la présentation qu'on va faire et je vais vous présenter d'abord les projets. Non? Et moi je coordonne un projet de carte archéologique dans une association qui s'appelle Urpeko Ondarea, au Pays Basque français. Urpeko Ondarea, ça veut dire en basque patrimoine sous-marin. Donc dans cette association, elle est ouverte, elle est libre à tout le monde. Donc si ça vous intéresse de participer, on va vous accueillir de plein gré. Et on est à peu près une quinzaine de personnes et on a différents partenaires techniques et financiers en fonction des différentes étapes qu'on va mettre en place. Donc, on suit plusieurs étapes de recherche. La première, c'est la recherche dans les archives. On va vous expliquer après. On fait des enquêtes ethnographiques aussi. On va rencontrer plein de papiers. On fait des opérations archéologiques et avec toutes ces informations qu'on est en train de recueillir, on va faire une carte archéologique. Une carte archéologique, c'est un genre d'inventaire dans lequel on va marquer ici il y a eu un naufrage d'un galion en 1627, ici on a trouvé des ancres et c'est une sonde de mouillage, ici il y a eu la guerre de Rétari, donc il y a eu 7 bateaux qui ont sombré. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc la première étape, c'est la recherche dans les archives. On est en train de faire un inventaire des archives, un inventaire des naufrages, pardon. Et pour vous dire, seulement dans notre petit secteur, de ces 30 km du littoral, entre l'année 1850 et 1920, il y a eu plus de 250 événements qui ont été répertoriés. Nous, on est très intéressés surtout au XVIIe siècle, aux premières terres du XVIIe siècle, dans lesquelles il y a eu pas mal de galions portugais qui ont sombré, des galions espagnols aussi qui ont coulé au fur et à mesure tout au long du littoral. Voilà. Ça nous permet d'avoir un vaste éventail dans lequel on sait ce sont lesquels les navires qui ont coulé et où est-ce qu'il peut être. Après, on va se mettre en contact avec toute la population qui a tout un savoir par rapport à des différentes démarches. Peut-être c'était des marins, peut-être c'était des plongeurs, peut-être c'était quelqu'un qui était un jour en train de marcher dans la place après une tempête et là d'un coup, il y a une pièce d'or qu'ils vont trouver. Non? Donc toutes ces informations qu'ils vont nous donner, ils sont très intéressants parce qu'ils vont nous permettre de tracer des zones de possibles intérêts archéologiques. Et en croisant les données de l'inventaire des naufrages qui nous dit ici il y a eu cette naufrage dans cette époque-là, et ici j'ai un monsieur qui a 85 ans et qui vient de nous dévoiler un secret dans lequel ils nous disent qu'il y a des canons ici qu'il avait trouvé dans les années 70, on va programmer une campagne archéologique. Donc, depuis l'année 2007, on a programmé plusieurs campagnes et toujours sous le feu vert de Drasma. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations-là? Voilà, mais les post-traitements de données. On va faire ce que je vous disais, que c'est la carte archéologique. La carte archéologique, c'est une base de données spatiale dans laquelle on va marquer des différents points, dans lesquels il y a différentes informations, une base de données littérale. Et je vais vous montrer une vidéo
Là, on va jongler un peu avec des différentes fenêtres qui va vous expliquer à peu près mieux qu'est-ce que nous on fait au Pays Basque. 7 canons gisent au fond de la baie de Saint-Jean-de-Luz depuis le XVIIe siècle. Ces plongeurs font partie du projet transfrontalier Urpeco Ondarea. Ils observent, photographient et mesurent ces reliques de métal avec une rigueur scientifique. On va positionner le site par rapport au nord, c'est pour ça qu'on voit une flèche blanche. Ensuite, on utilise une mire qui va permettre d'avoir une échelle des vestiges qu'on est en train d'investiguer, de façon à établir une base de données qui nous permettra ensuite d'insérer le site dans un ensemble plus vaste. À terre, les membres de l'association Itchach Beguilla ont fouillé les archives françaises et espagnoles pour dater ces canons. En 1636, la colline de Bordaguin est occupée par les troupes espagnoles, mais l'armée française se regroupe à Sarre. Alors pour éviter que l'artillerie ne tombe aux mains des Français, les Espagnols se replient vers Fontarabie par la mer. Ils chargent la cargaison, mais ils ne peuvent pas sortir de la baie, il y a une tempête, et ils décident, semble-t-il, de couler le bateau et, avec les pièces d'artillerie. Les investigations se poursuivent pour essayer d'avoir confirmation. C'est une piste de travail, pour le moment, nous ne faisons que des hypothèses. Urpeco Ondarea est un projet qui débute à Saint-Jean-de-Luz. Le but à terme est de réaliser des fouilles similaires sur toute la côte basque, de Bayonne à Bilbao. On a une énorme richesse ici. On est dans une zone assez vierge. Ça n'était pas énormément travaillé. Donc on a forte chance de trouver une grosse partie de notre histoire qui nous attend dans les fonds. Les canons, eux, resteront dans la baie car les sortir de l'eau provoquerait leur destruction en quelques années, mais ils sont désormais identifiés, répertoriés dans l'histoire maritime du Pays Basque. Donc voilà, quelques images pour illustrer un peu qu'est-ce qu'on fait dans ce projet à niveau recherche, non? Ça c'est bien, c'est très intéressant, non? Et qu'est-ce qu'on fait comme recherche? Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est de quelle façon on va fédérer toute la population, un public technique et un public non technique, amateur, qui a envie de participer dans ce projet de sciences participatives, non? Donc nous, on a mis en place plusieurs stratégies que je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc, une des premières que moi personnellement j'adore, non? C'est de se mettre en contact avec les personnes les plus âgées qui ont ce savoir qu'on disait avant et que c'est un patrimoine en matériel. C'est-à-dire, toutes les histoires qu'ils vont nous raconter, elles ne sont pas écrites dans son camp livre, non? Dans son camp texte. Si on ne récupère pas tous ces témoignages aujourd'hui, c'est une histoire qui va partir malheureusement assez vite, non? Donc, on s'est mis en contact et on vous dira après. Lui, pour exemple, c'est Julien Julien, non? Et à l'époque dans laquelle on l'avait interviewé, il avait 95 ans. Il est plus parmi nous. Là, il est parti faire les grands voyages, non? On a eu la chance de pouvoir les rencontrer, de récupérer pas mal d'informations, non? Et comme lui, plein d'autres personnes, non? Donc, de quelle façon on va fédérer toute cette population qui a une richesse énorme à partager avec nous et qui va nous permettre de mettre en place des campagnes archéologiques, non? Plein de fois, en témoignage, il va nous parler d'un endroit de possible intérêt archéologique. Ils vont nous donner des amers. Oui, là, quand tu étais dans ce point-là, si tu as les phares avec l'église, c'est pas quoi d'autre, c'est là qu'il faut y aller, là tu vas trouver une cloche, ou quoi que ce soit. Donc ça va nous permettre de faire des plongées de vérification, non, par rapport à ces informations. Pardon. Donc c'est une étape qui va nous permettre de récupérer ce patrimoine immatériel, le convertir en archive orale, fédérer toute cette population, non, et d'une façon très intergénérationnelle aussi, mettre en valeur tous ces témoignages, faire de la science participative et en même temps le réconcilier. Parce qu'ici, chacun a été fils de son temps. Et il y a eu du monde qui a fait des choses qu'aujourd'hui tu ne pourrais pas faire parce qu'ils sont punis par la loi. Mais nous, on n'est pas non plus pour juger les gens, sinon plutôt pour dire, bon, aujourd'hui, il faut faire comme ça et pas comme vous avez fait à l'époque, non? Donc, qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon, non? Et normalement, on va dans les maisons de différentes personnes parce que ça nous permet de rentrer dans tout un univers. Et là, tu vas rentrer dans l'univers intime de cette personne qui va nous accueillir et qui va partager avec nous et tout son vécu, tout ce qu'ils ont découvert. Et ils ont été des pionniers de la plongée, non, à l'époque. Ils ont été les premiers à découvrir les fonds sous-marins. Quel âge on préconise? Les plus âgés, des personnes qui sont entre 80 et 95. Dans quel secteur géographique? Surtout l'Espagne et les Pays Basques français. Et quelle profession? Bon, c'est surtout des marins, des plongeurs,
des chasseurs d'épaves, non, des chasseurs de trésors à l'époque. Et donc voilà. On va faire les interviews, on va faire les enquêtes, ça va nous donner énormément d'informations, et cette information-là, ça va nous permettre d'aller sous l'eau, hein, pour pouvoir vérifier toutes les informations qui nous sont données. Donc, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça va nous permettre de mettre en valeur toutes ces archives, non, toutes ces informations pour faire des archives oraux. Donc, en conclusion, voilà, vous dire que la valeur de tous ces témoignages, c'est une valeur incommensurable, qu'on a contacté à peu près plus de 30 personnes jusqu'à l'époque, et que c'est une démarche d'urgence, parce que ou bien on le fait maintenant, ou sinon on ne pourra plus le faire dans l'avenir. Je vais vous laisser avec un petit vidéo aussi, et dans lequel vous allez voir un peu les démarches. Donc, Sí, esa curiosidad que todo el mundo debe tener. El mar es las tres cuartas partes de la tierra, ¿eh? y desconocido. Sí, el mar es sentarse en una roca y mirar el mar. Puede ser el título de un libro. S'asseoir sur un rocher et regarder la mer. Il y a plusieurs encres, hein, qui indiquent donc les gars ils ont tapé là, et quand ils tapent à l'estran, le bateau il se démonte. Rien, il n'y a aucune marque, aucune... Alors le bateau a disparu, bien sûr. Et ça, j'aimerais savoir comment, voilà, avec ces trous, qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que ça rappelle quelque chose d'un bateau? Et je me suis rendu compte que c'était un... Bon, je l'ai su après. C'était un sous-marin qui était coupé, mais pas un très très grand sous-marin. Un sous-marin qui était coupé en deux. Et là, on passe sur le socle rocher, et je vois une roche. Et sur la roche, je vois un trou. Je me dis, c'est bizarre. C'est anthropique, c'est humain, c'est pas possible. Et ça me percute, donc du coup, bon, j'ai un collègue qui filmait, je lui dis, viens voir. Je lui montre. Et je lui fais signe, voilà, ça c'est une encre. Bon, je sais pas s'il avait compris, mais je voulais qu'il filme. Saint-Jean-de-Luz, les canons sous la Vierge de Mouchecois, les vieux canons. Après, donc ce voilier à sac de ciment, là. Et puis d'autres canons qui sont devant la plage, mais où trop. J'avais pris, oui, les points. Mais bon, il faut qu'on recherche avec un détecteur de métaux. 7 canons gisent au fond de la baie de Saint-Jean-de-Luz depuis le XVIIe siècle. Ces plongeurs font partie du projet transfrontalier Urpeco Ondarea. Ils observent, photographient et mesurent ces reliques de métal avec une rigueur scientifique. Comme communautaire, détruire ce besoin de ramener, de sortir de l'eau, tout ce qu'on pouvait sortir. On se faisait une gloire, on se faisait une joie de sortir de l'eau des choses qui auraient dû rester là, qui devraient rester là. Ils n'auront pas cette joie, les plongeurs d'aujourd'hui, d'avoir découvert comme moi, quand j'ai découvert le premier, quand j'ai découvert tous ces endroits-là, que j'étais des premiers à détruire. Le premier à découvrir et le premier à détruire. Con qu'on a été. On n'avait pas l'idée de maintenant la conservation, la ceci. Ah, tonto. Voilà la sagesse, hein, de nos anciens, là, qui se remettent en question tout ce qu'ils ont fait, non, à l'époque. Donc voilà, ça c'est une des étapes, non, dans lesquelles on essaie de fédérer la population la plus âgée, comme vous avez vu, et qui nous donne énormément de résultats.
Et là, par exemple, c'est une autre des étapes, une des démarches qu'on a mis en place l'année dernière, non? Comme une première, que ce sont des séjours d'archéologie participative avec objectif sciences internationales, et dans lesquels voilà, on essaie de sensibiliser les plus jeunes, non? Et depuis le début dans tout ce qui est l'archéologie sous-marine. Et on leur fait découvrir une zone qui est très très belle, les Pays Basques français aussi, et pas seulement tout ce qu'on voit, sinon tout ce qu'il y a sous l'eau, non? Et donc, on a une méthodologie dans laquelle on essaye d'échanger avec des différentes formes d'approche. On fait des workshops les matins, des ateliers collaboratifs et participatifs dans lesquels on va présenter les contenus de ce qu'on va faire pendant la journée. On y va sur le terrain aussi pour faire des identifications des ancres, des identifications des canons, des différentes choses. Et les après-midi, normalement, on va y aller sous l'eau. Et ce sont des séjours évolutifs, donc même si tu n'as jamais plongé de ta vie, et nous on va t'apprendre et tout ce qui est les techniques de plongée pour pouvoir t'approcher à tous ces milieux sous-marins, non? Et donc on accueille les jeunes pendant une semaine, et des groupes de 12 jeunes à peu près, et on fait découvrir tout ce qui est l'archéologie maritime, non? L'univers de l'archéologie maritime, la législation qui protège tous ces patrimoines culturels subaquatiques, comme il faut faire, parce que là, tous les plongeurs, et ça il faut être clair, ils vont être beaucoup plus confrontés que nous, les archéologues, tout au long de l'année, pendant tous les plongées qu'ils vont faire, à faire des trouvailles fortuites. Mais qu'est-ce que tu fais si tu trouves voilà, une cloche d'un bateau, comme vous venez de voir, et un morceau de poterie? Qu'est-ce qu'il faut faire à niveau administratif, à niveau de documentation? Nous, on donne les outils, et ça permet de fédérer aussi la population autour de la co-construction de la carte, non? Donc on apprend un peu, on fait de l'introduction à l'architecture navale, on apprend comment il faut faire pour faire des prospections circulaires, en ligne, c'est-à-dire toutes les méthodologies que nous on met en place, non? Et c'est une initiation à l'archéologie. Et ce qui est intéressant, c'est que tel comme la convention de l'UNESCO le préconise, on fait découvrir les sites archéologiques, mais in situ. C'est-à-dire c'est une sorte de, pas de muséalisation, non, de nous fonds, mais tous les résultats de toutes les campagnes archéologiques qu'on a fait pendant l'année 2017, on va y aller sur place, et on va plonger sur ces endroits-là, d'une façon guidée, d'une façon éthique et d'une façon respectueuse. On va acquérir des niveaux de plongée aussi, et on va rencontrer des différents spécialistes, des conservateurs, des archéologues, des charpentiers navals, des archivistes, et un peu tout le monde qui est fédéré autour du projet. Qu'est-ce qu'on fait en plus? Et comme on est placé juste dans la frontière, non, franco-espagnole, c'est un projet qui a un côté très transfrontalier. Donc on va profiter aussi pour mettre les gens qu'on accueille en contact avec des spécialistes, mais de l'autre côté de la frontière. On a la chance d'avoir Gordailu, avec lequel on a un partenariat. Gordailu, c'est un dépôt archéologique qui a plus de 10 000 mètres carrés, qui est à Irún, en Espagne. Et dans ces 10 000 mètres carrés qui sont dédiés à l'archéologie, à l'ethnographie, à des œuvres d'art, il y a des piscines et des salaisons dans lesquelles tu peux trouver des matériels qui sont en train d'être traités pour le conservateur, pour le restaurateur. Et l'année dernière, par exemple, ils nous ont montré un lingot d'argent. Je ne sais pas s'il faisait 7 kilos. Et en fait, ça a été un photographe sous-marin qui était en train de faire des photos sous l'eau. Et là, d'un coup, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est rond, c'est rare. Il a eu une bonne démarche, il s'est mis en contact avec les dépôts, il a déclaré la trouvaille, non? Il n'a pas amené à la maison pour le garder à côté de son étagère. Et voilà, ils nous ont montré tout ça, non? C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On essaye de faire des visites au chantier naval muséalisé. Là, par exemple, on a la chance d'avoir Albaola à côté, à une demi-heure. À Albaola, ils sont en train de reconstruire une nao baleinière qui avait coulé et qui a été trouvée à Red Bay, à Canada, et qui a été fouillée par la Parks, non, dans les années 70. Bon, ils ont fait tout un projet de muséalisation de la reconstruction de ce navire-là, qu'aujourd'hui il est sous l'eau, et c'est hyper intéressant de voir, non? Donc pendant ces séjours-là, ce qu'on va faire, c'est une découverte générale de l'archéologie maritime, en pirogue, sur l'estran à pied, et sous l'eau, sur terre, dans les musées, dans les dépôts, un peu partout. On va rendre les patrimoines vivants. Et le patrimoine, ce n'est pas quelque chose qui doit rester seulement dans les musées. C'est quelque chose qui peut être vivant, qui peut être au profit de tout le monde, non? Il y a pas mal de monde qui peut-être va être sensibilisé et peut-être
ils vont se créer des vocations, non? Il y aura des futurs historiens, des futurs plongeurs, des futures personnes du milieu de la recherche. Et en plus, ils vont vous allez acquérir des différents niveaux de plongée, non? Pour arriver jusqu'aux 40 mètres de profondeur, si c'est possible, et vous êtes à l'aise. Donc là, je vous laisse avec une vidéo qui va vous montrer un peu... attends, parce que là, je ne sais pas ce que j'ai touché. Recibir las explicaciones de los expertos, preparar el material y a la mar. Están de colonias, pero... Double défi scientifique et technique. Estos jóvenes de entre 12 y 17 años cuentan con un doble reto. Por una parte, técnico, a aprender a bucear, y por otro, a adquirir los conocimientos científicos. Cette année, on a organisé 2 séjours nouveaux au Pays Basque. Es la primera vez que organizan esta estancia en la costa labortana, que goza de un espléndido patrimonio cultural y natural. El arqueólogo marítimo David Alonso lleva años analizando dichos vestigios y participa en este proyecto con el objetivo de presentarles un poco el patrimonio marítimo de Euskal Herria, ¿no? Tanto de Iparralde como una parte de Goalde. A lo largo de una semana realizan una inmersión diaria para conocer in situ los descubrimientos realizados hasta la fecha y participar en la búsqueda de nuevas piezas, teniendo en cuenta que es uno de los pilares principales de la investigación participativa. Si podemos llegar a la gente más joven, a los más jóvenes, y sensibilizarles de este modo, son ellos los que van a cuidar en cierto modo y proteger esta herencia, ¿no? que está bajo las aguas. En diciembre, 2 miembros del equipo viajarán a Ginebra para presentar en la sede de las Naciones Unidas sus conclusiones, y con la convicción de que conocer es el primer paso para proteger. Donc voilà un peu notre terrain de jeu, non? Dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, Cibourg. Et donc voilà, on a 5 séjours évolutifs pour des adolescents et pour des adultes aussi. Là, cette année, on va ouvrir un séjour pour accueillir des adultes autonomes dans la plongée, parce que là, on va y aller entre 30 et 40 mètres à des autres sites de plus difficile accès. Non? Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi comme démarche participative? Là, on a parlé d'un public plutôt jeune, non? On a parlé d'un public qu'on est en train de fédérer plutôt âgé, mais il y a aussi un public de plongeurs sportifs que, comme je vous disais avant, ils sont tout le temps confrontés avec les milieux sous-marins. On essaie de leur donner les clés, non, à partir des modules qu'on est en train de créer dans cette démarche qu'on appelle les Urpekondarian Sandariak, non, les sentinelles du patrimoine sous-marin. Tous ces gens-là, ils font partie de sentinelles du patrimoine sous-marin, et c'est eux qui, à la fin, ils vont nous faire remonter énormément d'informations, des choses qu'ils vont trouver et que nous, on va intégrer dans la carte archéologique sous-marine, non? Donc on fait comme d'habitude une partie en théorie, une partie sous l'eau, et l'idée c'est de sensibiliser et de fédérer la population autour d'un projet de co-construction. Non? C'est que les résultats un peu, bon, comme je viens de vous dire, non, de sensibiliser les gens sur ce type de patrimoine. On va tisser tout un réseau d'échanges dans lequel chacun va amener ses compétences, c'est ça qui est riche. Et ça nous permet aussi de faire un suivi et une évolution des sites archéologiques qui se dégradent énormément vite. L'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu, mais par rapport au Titanic, ils étaient en train de dire que pour l'année 2030, c'était un bateau qui peut-être il allait presque disparaître. Tu vois, donc la mer, elle ne fait pas des cadeaux non plus. La mer, c'est un milieu très, très, très agressif. Donc c'est un patrimoine que d'une certaine façon, il va être éphémère. Ou on l'étudie maintenant, ou sinon on aura perdu une partie de notre histoire pour toujours. Ça va nous permettre, toutes ces étapes, de recueillir des informations des plongeurs pour enrichir cette carte archéologique et générer toutes ces stratégies de mise en valeur du patrimoine culturel. Et là, je vais vous laisser avec une dernière vidéo, et qui pour moi, c'est un exemple de tout ce qui est l'archéologie participative. Non? Là, ce sont des plongeurs qui ont découvert une pierre de mouillage, comme vous avez vu avant, un Roman qui parlait, qui disait ça. Ils étaient en train de faire une plongée sportive dans un endroit qui s'appelle Sisarvel, à 30 mètres de profondeur. Et là, d'un coup, ils ont vu quelque chose qui était anthropique, qui n'était pas... Voilà, qui ne faisait pas partie du milieu. Et ils ont fait ce qu'il faut faire. Non? Ils ont contacté l'administration française, les DRASM, pour dire on a trouvé quelque chose de bizarre, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont déclarés.
En même temps, l'administration française, il a dit non, non, c'est pas sur les sols français, c'est sur les sols espagnols. Donc, ils ont contacté l'administration espagnole. Ils ont fait toutes ces démarches. Ils leur ont donné les droits, tu vois, d'y aller pour pouvoir documenter cette pièce archéologique. Qui après nous, dans le cadre d'une campagne archéologique systématique, on a documenté de façon technique. Mais tout cet échange, c'est quelque chose d'hyper riche. Parce que sinon, si on n'aurait pas fait cette fédération avant, nous, on n'aurait jamais su. Peut-être cette pierre de Mouillas, elle serait dans les jardins de quelqu'un. Donc voilà, c'est un exemple pour moi parfait de qu'est-ce que c'est les sciences participatives et autour de l'archéologie sous-marine. Donc je vous laisse avec cette dernière vidéo. Un caillou, mais bon, c'est une encre lithique et elles sont assez antiques, elles sont anciennes et on les voit déjà dans l'iconographie égyptienne, ce type d'encre. Et c'est une encre en granit, donc voilà, c'est un exemple parfait, à mon avis, de, comme je vous disais, la fédération de la population autour d'un projet scientifique. Donc voilà, pour ma part, c'est tout. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec moi et je suis content de vous avoir pu partager tout ce qu'on fait. Et si vous avez besoin de plus d'informations, on a un stand de tout à haut pour partager tout ce qu'on fait dans les séjours ici dans l'archéologie maritime. Si vous avez des questions, moi je suis ouvert. Merci. C'est bon, pas de questions? Tout est clair? Vous arrivez à vivre de cette activité? Vous arrivez à c'est votre travail à temps plein? Si. Bon, c'est un travail à temps plein, mais avec plein d'administratifs qui ont fait. C'est ça là. Pour faire une campagne archéologique, pour vous dire, pour être 15 jours dans l'eau, on va passer presque 4 mois, 3 mois de montage administratif, parce qu'il faut demander des subventions, il faut demander les permis au DRAS, que c'est le département de recherche archéologique. Après, il y a tous les côtés logistiques dans lesquels on va mobiliser une équipe d'à peu près 15 personnes pour chaque campagne, et tous les réseaux techniques qu'il faut mettre en place, à niveau matériel hypervar, à niveau navire, etc. Et après, une fois qu'on a les résultats, il faut réviser les mémoires. Donc là, tu vas passer au moins un mois de plus pour rédiger, pour raconter tout ce qu'on fait. Donc c'est un projet pour vivre, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe recherche, que ce n'est pas l'axe qui va te faire vivre, c'est assez compliqué, mais qui permet de développer une économie. Il y a tout ce qui est l'axe médiation, il y a tout ce qui est l'axe de civilisation, plus l'ethnographie. C'est on va dire, un travail très multidisciplinaire. Donc, oui, c'est pas... on arrive. Et j'avais vu une étude de Google, ils voulaient cartographier les fonds marins de plus en plus. Si. Est-ce que c'est un projet j'ai vu là maintenant sur Google Maps, on peut descendre dans certains fonds marins, un petit peu, pas de, j'en ai vu 2-3. Et après, ils
par exemple, on a une vie, non, et dans les choses dans lesquelles on dit qu'on voudrait transmettre, non, tout ça à savoir avec tout le monde. Ouais. Pas tout le monde va pouvoir plonger, non, pas tout le monde a la capacité de plonger. Et ce que nous on avait en tête aussi, dans une de ces stratégies de mise en valeur, c'est de pouvoir filmer en 360 degrés, non, les différents sites archéologiques. C'est ça se fait, vous pouvez voir les dauphins partout. Et là, avec deux masques de réalité virtuelle, c'est ce qu'on dit, non, pouvoir faire une immersion sur un site archéologique sans besoin d'aller sous l'eau. Là, tu vas découvrir tout ce qui se passe sous l'eau, sans besoin de plongeurs, et peut-être si tu as 90 ans, tu ne pourras pas aller sous l'eau non plus. Donc, de quelle façon on va développer des différentes stratégies pour partager avec tout le monde et tout ce qu'il y a sous les fonds, non? Ça peut faire une source de revenus. Tout. Ouais, c'est surtout des contenus que tu peux mettre en lien et en place avec des différentes entités, non, muséistiques qui mettent en valeur le patrimoine maritime. Non? Oui. Si, il y a de tout. Nous, on a différents partenaires. Hein. Nous, pour tout ce qui est campagne archéologique, par exemple, on a des partenaires financiers, comme ça peut être la région Nouvelle-Aquitaine, les départements Pyrénées-Atlantiques, dans tout ce qui est transfrontalière, et les syndicats intercommunaux de la baie, et pour tout ce qui est quête ethnographique, c'est l'Institut culturel basque. En fonction d'avec qui on travaille, il y a plein de matériel qui c'est hyper cher et que nous, on ne pourrait pas payer. Cette année, par exemple, on a fait une campagne de télédétection avec du matériel spécialisé. Là, c'est du matériel qui coûte 200 000 euros. 200 000 euros. Nous, on n'aurait pas pu payer ça. Mais par contre, tu fais un partenariat avec une association qui met en place le matériel et qui nous permet d'utiliser pendant 15 jours. Et on a fait une carte, on a passé, c'est comme un sort de fusée, un sort de détecteur à métaux qui on tracte avec les navires, et on l'a passé partout la baie. On a trouvé 500 points d'antenne. Donc 500 points dans lesquels apparemment il y a des choses. Et puis, on y est. Je peux t'interrompre? Si. Est-ce que c'est possible de faire tes questions-réponses dans le micro? Parce que comme ça, vu pardon. que ta conférence est enregistrée, Ouais. ça permettra de rester. Pardon. Donc pour te dire, voilà, les coûts d'une campagne archéologique, c'est très cher. Et quand il n'y a pas toujours les moyens économiques et financiers, il faut trouver des partenaires techniques qui vont collaborer en échange de la communication. Après, on a fait un partenariat aussi avec Time Zero Professional. C'est un logiciel de navigation maritime qui est répandu partout dans le monde. Bon, ils nous ont passé tout ce qui était les softwares pour pouvoir faire de la cartographie et nous, en échange, on communique. Mais c'est la façon, c'est les moyens dans lesquels on arrive à mettre en place toutes les campagnes archéologiques. Et c'est pas évident. Mais bon, si vous avez des autres questions, et c'est un métier, quoi. Si. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Bon, je vous souhaite une bonne après-midi.